Bonjour les Impers, c'est Actarus pour la deuxième partie de la vidéo en NL106 Max sur Full Tilt en 4 tabling. Alors regardez la première partie si vous ne l'avez pas encore fait, c'est un petit peu plus logique. Euh, je vais vous rappeler ce qui s'était passé dans la première partie si vous avez vu la vidéo il y a quelques jours ou quelques semaines. Euh, il s'avère que j'avais joué un jeu très, très loose pour exploiter les régulars. J'avais pris pour hypothèse que sûrement les joueurs auraient du mal à s'adapter à mon style de jeu. Euh, dans la session, ça s'est avéré vrai, puisque pendant la petite demi-heure que j'ai joué, l'heure de vidéo, les joueurs m'ont très peu contré et m'ont pas plus tribet qu'un autre joueur, je crois. Donc ça, c'est un très bon argument pour continuer à jouer aussi loose. Je pense que jusqu'en NL100, c'est facile de jouer un jeu loose et gagnant. À partir de la NL200, c'est un petit peu plus difficile. Alors c'est tout à fait possible aussi, mais je pense qu'il faut avoir un très bon jeu loose pour être efficace. Parce que c'est un peu à double tranchant si vous jouez loose face à des joueurs agressifs et que vous avez du mal à des moments à changer de vitesse. Euh, Ça peut être problématique, mais jusqu'en NL100, les games sont vraiment soft. Donc je vais essayer de continuer sur le même style de jeu. On va voir si quelques joueurs s'adaptent à, à nous. Je ne pense pas, mais ça n'est pas impossible. On verra ça par la suite. Et puis j'espère avoir quelques mains intéressantes à vous montrer. Et puis voilà quoi. On est parti. Hein. Perdre à en haut à droite. Avec mon image, ça peut être intéressant. Mais comme je vous ai dit, c'est pas très réactif pour l'instant. Donc ça c'est un board que je vais souvent c-bet. Là j'ai décidé de check. C'est juste pour changer, je suis pas très fan mais bon. Alors en bas à droite j'ai payé un mini raise, d'autant plus que mon adversaire est deep stack comme moi, deep stack entre guillemets, on a 160 BB deep. Donc faut pas avoir peur de payer pas mal de coups avec la position. Il faut savoir que donc plus vous êtes deep stack, plus vous pouvez vous permettre de payer des coups en position avec des mains marginales. Et, euh, et plus vous êtes deep stack, plus la position est un important facteur, puisque c'est vrai que sur stack, quasiment tous les coups sont tapis préflop, pardon, et c'est vrai que on n'a pas la position n'a plus que grand intérêt, alors que quand on joue deep stack, en fait, et c'est encore plus vrai à 200 BB deep qu'à 100 BB deep, puisque à 100 BB deep, on peut stack off plus facilement en flop, alors qu'à 200 BB deep, en règle générale, on va pas stack off aussi facilement, et du coup, ça veut dire qu'au flop, à la turn et à la river, on a encore des jetons, on peut faire encore des moves, et la position est relativement primordiale. Ça vous permet d'économiser un tour de mise avec certaines mains, ça vous permet de lire plus facilement la main adverse, ça vous permet d'obtenir des informations et de bluffer peut-être certains coups. Donc c'est clairement très important. Alors en haut à droite, j'ai payé le c-bet. Il y a un as qui arrive, je pense que c'est donc évidemment c'est une très bonne carte puisque je suis quasiment max, mais c'est le genre de situation qui est très très bien à donc bet à la turn, puisque mon adversaire a peut-être pas mal de mains type valet 10, valet 9, peut-être les tirages couleurs, c'est pas mal de mains qui peut checker au flop, à la turn pardon. C'est des mains avec lesquelles il peut peu de contrôle, surtout s'il a un peu la showdown value comme valet 10. Donc je préfère miser, et s'il a des draws ou des gutshots, ça lui évite de lui donner une free card. Donc c'est le genre de board assez riche que mon adversaire a peu de chance de fold à la turn. Donc je vous avais montré des fois le call of flop pour bet la turn en bluff. Là c'est pour value.
Et j'ai une décision vraiment intéressante ici. On a une décision intéressante à la river. Mon adversaire m'a payé très vite et j'ai l'impression que euh, mon adversaire aura souvent soit une main faible faite, type valet 9, soit un draw. Donc j'ai décidé de check ici pour induce un bluff, puisque je pense qu'il y a pas mal de mains avec laquelle il va fold si je bet la river, de main faite je parle, et j'ai plus intérêt à check pour induce bluff. Alors ça me permet de rebondir sur un défaut de beaucoup de joueurs, et c'est assez difficile parce que c'est contre-naturel. Moi j'ai peut-être parfois ce défaut, on a tous un peu ce défaut là, mais qui est beaucoup plus prononcé chez les joueurs de middle stake. En fait, si ici, bon, on va dire que je suis quasiment max. Ouais, je suis quasiment max. Euh, la plupart des joueurs se seraient dit, ok, je value cette main puisque c'est une main extrêmement forte et je peux être payé par beaucoup moins bien. C'est vrai. Euh, et à contrario, si ici ils avaient As roi, ils se diraient, ou peut-être As 2, on va dire, As 2. Si j'avais deux paires ici As 2, je me dirais, ok, si je bet, c'est quasiment un bluff catcher pour mon adversaire, puisqu'il va payer avec quoi? Avec As 10, ça m'étonnerait qu'il paye avec As 4, c'est difficile en fait de payer pour lui. Donc si j'ai deux paires As 2, en fait, je me serais dit, ok, vaut mieux que je bet pour value, ou il vaut mieux check pour induce bluff. Je me serais posé la question. Je me serais dit, ok, peut-être que j'ai plus intérêt à check. Le problème que beaucoup de joueurs ont, c'est que quand ils sont max, ils se disent, ok, il faut que j'essaie un maximum de value, il faut que je bête. Et ils oublient de penser à l'opportunité du check raise en fait à la river. Et ça c'est important. Euh, donc n'oubliez pas que quand vous avez une main extrêmement forte, vous pouvez la check et il n'y a pas de honte à ce que votre adversaire check derrière. Bon, il y a des fois vous prenez la meilleure solution, mais votre adversaire a checké derrière, vous montrez les notes, c'est pas gênant. Il faut savoir, suivant la situation, quelle que soit la valeur de votre main, il faut savoir prendre en considération toutes les possibilités possibles. Alors il s'avère ici que je pense qu'on a intérêt à check. Euh, Malheureusement, mon adversaire a check derrière. Mais je reste persuadé que c'était la bonne décision par rapport à son range de main. Alors, As-10, c'est une des seules mains faites à... Je suis même pas sûr que j'aurais extra de la value sur cette main-là. Je suis même pas sûr. Mais il n'y a pas beaucoup de mains à la turn. Il y a très peu de chances que l'As l'ait aidé à la turn. Déjà, je mange deux As dans le paquet, donc il en reste plus qu'un. Il y a extrêmement peu de chances que l'As l'ait aidé. Maintenant, s'il a deux paires, il va sûrement value la river et je vais call. Je vais raise, pardon. Euh, et, euh, et s'il a un valet, il va sûrement fold. Donc là, je suis tombé sur le cas où si j'avais su qu'il avait As-10, j'aurais misé, mais c'est même pas sûr que ça change quelque chose. Donc il faut toujours raisonner par rapport à un range de main plutôt qu'à une main précise. Euh, En bas à droite, mon adversaire a attaqué préflop, un mini-raise, j'ai payé 8 et 10. Il a ses bêtes petits, j'ai payé sur As-10-6 avec deuxième paire. Euh, c'est important sur ce genre de board d'évaluer les cartes dangereuses pour l'adversaire et les cartes sur lesquelles vous allez pouvoir bluff. Bon, évidemment, ici je paye, c'est un mix entre j'ai de la showdown value, euh, je j'ai des comment dire backdoor straight et j'ai pas mal de cartes assez dangereuses sur laquelle je vais pouvoir bluffer mon adversaire et je joue court en position. Donc j'ai décidé de call aussi à la turn parce que j'ai une gut shot et mon adversaire n'a pas misé très fort. En revanche, à la river, mon adversaire a check très vite, qui me donne l'impression qu'il a une main sûrement faite mais assez faible, type As Valet, As Dame, peut-être As X. Euh,
tout cas, c'est des mains. Je pense qu'il y a dans son range, il y a pas mal de mains qui me battent, peut-être plus de la moitié du temps. Et j'estime qu'ici, un gros bet river le fera très souvent passer. Surtout le roi de carreau, c'est une excellente carte. J'aurais préféré peut-être un valet de carreau, mais bon, bon je peux pas tout avoir, hein. Déjà, le roi de carreau, c'est une très bonne carte qui fait rentrer la flush. Donc ici, je pense que c'est un bluff qui est bien plus intéressant qu'un check. J'en avais parlé dans la première partie, je sais pas si vous vous rappelez, sur certaines mains. J'avais transformé Ace High en bluff après avoir call deux fois. Quand vous estimez que vous avez un énorme pourcentage de chance de passer un bluff river, il faut pas s'en priver. Surtout quand vous n'êtes pas sûr d'avoir la meilleure main. Donc évidemment, j'espère pas faire passer les mains extrêmement fortes, mais j'essaye, je pense faire passer une très grande partie de sa range qui est composée de mains faibles qui me battent. Il peut aussi avoir une main comme roi dame, etc., etc. Donc je décide de pot 23 dans 25, ce que je ferai avec beaucoup de mains faites fortes aussi. Euh, on a pas mal de mains intéressantes pour l'instant. Et là par exemple, pour revenir sur le coup où j'ai bet avec 8 et 10, typiquement il y a beaucoup de joueurs qui auraient check instantanément à la river, alors que je pense que c'est une situation qui est finalement assez complexe et qui demande de la réflexion euh, pour savoir si le check ou une mise est plus intéressante. En tout cas, clairement, si dans cette main, avec troisième paire, vous aviez l'intention de check sans même réfléchir à une quelconque autre alternative, il est clair que vous avez il est clair que vous avez certains automatismes, certaines habitudes de jeu peut-être un peu mauvaises, et vous embrigadez comment dire, dans un jeu un peu stéréotypé. Donc il faut que vous en rendiez compte et essayez de plus réfléchir à chaque possibilité quand vous jouez un coup. Ça c'est important. Évitez de gommer directement certaines choses. Voilà. Alors, en haut à droite, je me suis fait tribet par un joueur sur 46 mains, il est 15-13, relativement tight, mais bon, je suis au bouton. Le joueur me tribet. J'ai décidé de le forbet assez fort. Il a fait 9,50, j'ai fait 30. Alors en fait, moi j'ai 200 BB deep, lui il me couvre. Donc on a 200 BB deep de tapis effectif. Ici, le forbet, quelle que soit la valeur de votre main, que ce soit en bluff ou en value, euh, vous devez forbet beaucoup plus fort que si vous étiez à 100 BB deep. Si j'étais à 100 grosses blindes, j'aurais fait peut-être ici 22-23 en raise. Comme je suis plus profond, mon adversaire a plus de cotes pour payer. Donc si je bluffe, faut que je raise un peu plus fort. Et si je bluffe, faut que je raise un peu plus fort. Et si j'ai une bonne main, il faut que je la protège aussi. Donc j'ai intérêt à miser un peu plus fort. Donc là, avec la profondeur des tapis, en fait, c'est extrêmement dur pour mon adversaire de réagir. Et le forbet est une arme vraiment vraiment efficace à 200 BB deep en position. Si mon adversaire n'a rien, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? S'il me met 70, il est commit, quasiment. Euh, donc c'est très difficile pour lui de bluffer. Maintenant, s'il a une grosse main, comme les As, les Rois, c'est compliqué parce qu'il va, soit il va call et il va jouer la main pour me piéger, ce qui est une opportunité très correcte. Maintenant, s'il veut me revenir dessus, il va être obligé d'un peu dévoiler la force de sa main et il va pas me faire commettre d'erreur vraiment. Donc c'est toujours une décision délicate où le stake size m'avantage moi tout simplement parce que en fait ça avantage le mec qui forbet et comme c'est lui qui a tribet, bon, bah, voilà, je suis avantagé dans cette situation là. Donc typiquement contre un très bon joueur, je pense qu'il faut mieux éviter de tribet à 200 BBD par position
puisque c'est un joueur malin va souvent vous forbet et il sait que c'est une situation difficile pour vous, il va en abuser et du coup, bah, si vous tribetez light trop, ça va être mauvais. Alors à droite, j'ai un joueur sûrement mauvais à limper, short stack, j'ai raise avec As-Dame, j'ai été payé. Mon adversaire donc bet, j'ai touché un très bon flop. Non seulement mon high size sera souvent bon, mais en plus de ça, j'ai tirage couleur. Donc je décide de raise tout de suite. Et pour mettre des tapis au centre. Là, c'est étonnant, mon adversaire a just call. Il reste 10 dollars et il y a 30 dollars derrière. Donc je pense que je risque rien ici à sous-jouer, puisque j'ai le tirage couleur. Seul un roi serait peut-être un petit peu inquiétant. Donc j'ai décidé de check pour essayer de prendre ces 10 derniers dollars. Et puis de toute façon, s'il avait un 9, je lui aurais pris sûrement son tapis à la river. Donc voilà. Bon, après c'est un peu marginal. Ça aurait été plus intéressant s'il avait 30 dollars de tapis derrière. Puisque là, j'aurais pu envisager. Ça aurait été plus intéressant de sous-jouer, je pense, pour prendre ces 30 derniers dollars. Donc il avait roi 6, il me semble, c'est ça. Il m'a payé mon raise hors position. Il a limpé, etc. etc. Donc c'est un jeu extrêmement mauvais tout le long. Après son bluff à la river et je pense c'est ok. Il a 10 dollars à mettre, ça peut passer. En fait, les joueurs sont habitués aussi à ces limites. À un jeu relativement en ligne de la part des adversaires. On va dire des adversaires décents. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas confrontés beaucoup à des schémas de mise un peu étranges comme des donc bet flop ou alors donc bet turn, des petits rays, des petits check raise, etc. Et donc c'est important de sortir ces joueurs-là de leur zone de confort en essayant des choses un peu particulières. Alors, à droite, j'en avais un peu parlé dans dans la première vidéo, dans la première partie. Le cutoff attaque, donc c'est vrai que le cutoff a souvent un range relativement large d'attaque. Donc c'est une cible assez privilégiée pour le tribet. Je pense que c'est même sûr, je pourrais tribet Dame 9 suite d'ici avec de manière profitable. Maintenant, il y a énormément de mains avec lesquelles je pourrais tribet de manière profitable. Donc il est clair que pour bien balancer son jeu, je ne pourrais pas le tribet à chaque fois quand mon adversaire attaque le cutoff. Donc je vais essayer de le tribet avec un range de main décent, avec laquelle je peux aussi toucher des flops, genre 8 et 10 offsuit, peut-être roi 9, roi 8, suited par exemple. C'est des mains avec lesquelles je pourrais difficilement call, par exemple, comme roi 8 offsuit, mais qui est beaucoup plus intéressant à tribet. Donc je vais plutôt me garder ces mains-là sous le coude et tribet avec ça. Maintenant, Dame 9 suited, c'est une main qui joue plutôt bien. C'est une main qui peut être dominée, mais bon, faut pas avoir des fantômes partout. C'est vrai que là, sa range est très large. Donc c'est une main qui va plutôt bien flopper, avec des fois des gutshots, des tirages quintes, des overcards, etc. Tout ça fait que c'est un coup qui est sûrement plus intéressant à call qu'à tribet, en position évidemment. Si j'étais hors position, je pense que je ne pourrais pas call avec cette main-là, donc je serais obligé de fold ou alors de tribet. Voilà. Donc j'ai décidé de jouer la valeur de ma main. Voilà, bah typiquement j'ai une situation intéressante ici. En bas à gauche, j'ai roi 9 offsuit. Je pourrais tribet. Donc
je ne peux pas call avec cette main puisque c'est pas une main suffisante à jouer hors position, c'est une main trop bancale. Donc je ne peux pas, comme je ne peux pas la call, et ben je réfléchis à deux solutions qui est raise or fold. Donc on peut très souvent raise dans des coups, pour bluff évidemment. En haut à droite, mon adversaire a check, souvent ça indique un check fold quand l'adversaire ne s'ébête pas. Donc bon, j'ai top pair, je bet. Donc c'est important de peser chaque décision et comparer les différentes lignes en fait entre un raise, entre un call, qu'est-ce que ça engendre préférable, les avantages, les inconvénients. Il y a des fois des lignes optimales, parfois non, c'est souvent non, et dans ces cas-là, il vous faut peser le pour et le contre. Il n'y a jamais de stratégie toute dessinée en fait, faut réfléchir un petit peu à la question, donc je vous invite. Bon, à droite, j'ai attaqué dans deux joueurs, pardon, donc j'ai été collé deux fois, le coup est fini pour moi. Donc on voit quand même pas mal de joueurs qui limpent encore à ses limites. Et puis l'avantage, c'est que c'est vrai qu'un joueur qui est très mauvais et qui veut s'amuser à ses limites, ça va ça peut lui coûter quelques caves, alors que si je joue un L2000 déjà, c'est un petit peu plus difficile, on va dire, de dépenser autant d'argent, autant de caves en termes de montant. Donc même s'il y a des fiches à toutes les limites, on va dire que les fiches sur les petites limites peuvent livrer beaucoup de caves et qui augmentent la value. À droite, j'ai check call, j'ai pas ses bêtes en haut à droite. Pourquoi pas, je voulais pas me faire check raiser, je voulais pas me faire raise, c'est ça qui est un peu chiant. Donc j'ai check call, maintenant il y a un as qui arrive qui est une carte un petit peu dangereuse, j'ai pas trop d'intérêt j'ai pas d'intérêt à bet ici. J'ai plutôt intérêt à check. Peut-être que j'aurais pu call à la river. Je pense que j'aurais fold à la turn s'il avait bet. Puisqu'il peut très bien avoir touché un as, il peut déjà avoir une main qui me bat au flop. Donc j'aurais abandonné à la turn s'il avait misé. Maintenant, à la river, peut-être que je peux call parce que je pars du principe qu'il a jamais deux paires à la turn. Puisqu'il les aurait misés. Et il a jamais quinte non plus, brelan non plus. Il aurait misé toutes ses mains fortes en position. Il a aucun intérêt de sous-jouer ici. Bon, ce qui est un peu gênant, c'est que c'est un 4 de carreau. Ça aurait été mieux un 4 de trèfle, par exemple. Là, si c'est un 4 de trèfle, c'était clairement un call. Bon, c'est pas impossible qu'il value une main type As-10, As-10, As-Valet, qui aurait pot de contrôle à la turn, par exemple, et puis il s'aperçoit qu'il y a peut-être un peu de value extra, donc il aurait misé à la river, ce qui n'est pas impossible. Maintenant, je pense qu'il y aurait eu pas mal de bluffs dans son range, donc j'aurais dû call si c'était un 4 de trèfle. Maintenant, 4 de carreau, c'est un peu plus borderline. Je pense que je peux call quand même. Bon. Il s'avère qu'il a check très vite. Il avait Dame 10 suited, Dame 10 à trèfle. Le flop en bas à gauche, j'ai check ce flop avec paire de 5, j'ai touché full. Mon adversaire a bet, j'ai call. Et à la river, il y a une doublette, il a sûrement rien. Donc, bon, j'ai misé quand même un peu par principe. Je pense que je peux être call avec Ace-High. Miser petit dans 15. Chose que je pourrais faire si j'avais manqué les cœurs. Par exemple, pas besoin d'en mettre des tonnes dans ce genre de situation. Puisque votre adversaire aura souvent pas grand chose.
ou du moins quand il aura quelque chose, c'est pas en misant, c'était pas le fait de miser 6 ou 15 qui changeront quelque chose en fait, vous serez souvent collé dans la même proportion. Et ici finalement il avait un 6. Bon. Donc pour l'instant les adversaires ne s'adaptent pas trop, même pas du tout, j'ai pas l'impression d'avoir plus d'agressivité envers moi de la part de mes adversaires. Donc en haut à droite, UTG plus 1 attaqué, j'ai hésité à tribet light. Euh, c'est vrai que il y a peu de joueurs qui ont tendance à tribet light UTG plus 1, c'est une erreur à mon avis. Euh, je pense que je l'expliquerai plus dans ma prochaine vidéo en L200. Ça sera peut-être plus approprié au thème. Alors, excusez-moi pour la petite coupure. Hop, c'est reparti. La petite coupure vidéo, ça vous avez pas raté, vous avez raté juste quelques secondes. Ouais, je vais peut-être détailler finalement sur le tribet light contre UTG plus 1, donc à 6 joueurs je parle. Admettons que vous êtes au bouton au cutoff. La plupart des joueurs ont tendance à se dire ok, lui il est tight agressif, il est UTG, donc il a sûrement un monstre en main. Je vais pas m'amuser à le tribet. Alors quand vous êtes un régular plutôt sérieux et que le joueur qui a raise en UTG ou UTG plus 1 est vraiment sérieux aussi, ça peut être intéressant de le tribet light pour plusieurs raisons. Alors quand un joueur est tight agressif, admettons il va ouvrir UTG avec As-10 suited plus, As-Valet off plus, toutes les paires, quelques Broadway comme Roi-Dame, Dame-Valet peut-être, des connecteurs assortis. Donc c'est un range plutôt serré qui doit représenter peut-être, je sais pas moi, 12% des mains peut-être, 10% des mains. Ouais, ça doit faire ça, 12% des mains. Faut savoir que si vous tribet, ça reprend beaucoup de force de son côté. Et du coup, il peut fold énormément de mains. Je pense qu'il va fold As-10, As-Valet, peut-être même As-Dame. C'est difficile de jouer en position avec As-Dame contre un joueur qui a sûrement une range de tribet très serrée. C'est une main qui va très mal se jouer justement, avec des cotes implicites inverses vraiment mauvaises. C'est-à-dire qu'on peut toucher notre As et perdre notre As-Roi, c'est difficile en fait. Euh, Typiquement avec As-Dame dans ce coup-là. Il peut fold des mains type pocket pair jusqu'à peut-être paire de 10. Puisqu'il n'a pas les codes pour sideminer, il est hors position, il va pas savoir où il en est. Donc, clairement, c'est pas forcément évident de réagir face à un tribet quand on est UTG. On a beau avoir une range plutôt tight. Comme on sait que notre adversaire sait qu'on a une range tight, il n'y a pas de raison qu'il nous bluffe. Et donc, on est un peu embêté. Donc nous, on peut profiter de ces situations et de temps en temps, tribet light, UTG plus 1, pas forcément en abuser, mais on peut essayer de le faire. Et un énorme avantage que ça fait, que ça a, c'est que en général, quand vous tribetez light le joueur UTG, s'il a une main type As-10 off, je sais pas, une main faible, ou 5 et 6 suited, je sais pas, en général, votre adversaire ne va pas forbet en bluff, quasiment jamais, il va tout le temps forbet pour value. Quand il forbet, c'est que pour value, quasiment 95% du temps. Et ça change beaucoup quand vous êtes au cutoff et que le bouton vous tribet, admettons, si vous faites non, si vous tribetez pardon, le cutoff et vous êtes au bouton, le cutoff va peut-être souvent vous faire quelques moves avec des forbet bluff. Donc c'est un peu plus gênant parce que finalement,
passer un tribet light face au cutoff, il faut non seulement qu'il ait rien, qu'il n'ait pas une main suffisante, mais en plus de ça, il faut qu'il ne décide pas à bluffer de coups. Donc c'est pas forcément, c'est pas aussi, bon, c'est pas les mêmes critères de réussite que, on va dire, un tribet sur l'UTG où lui, s'il a pas de main, une main décente suffisamment très forte pour call, bah le tribet marche, voilà. Donc je vous conseille vraiment d'essayer des tribets sur les joueurs en 2 premières positions. Faites-le de préférence en position, vous. Pour plus de réussite, évidemment, c'est plus difficile à call. L'adversaire aura plus de difficulté à call s'il est en position qu'en position. Bon, c'est toujours la même histoire, évidemment. Donc je vous encourage à essayer ça, même en abuser, pour essayer de comprendre un peu les mécanismes et tout ce qu'il y a derrière. Ça peut être intéressant, vous allez être surpris du résultat, et en fonction de ça, une fois que vous aurez suffisamment test ce move, ce sera peut-être plus facile à mettre en œuvre. En bas à droite, j'aime bien mon check pour changer un petit peu, ça peut faire peur. En bas à droite, j'ai check, il y a des joueurs qui n'essayent pas de bluffer. Bon, 7 de trèfle, c'est pas une bonne carte. Donc j'abandonne. Il y a parfois, il faut laisser tomber des coups, on n'est pas obligé de jouer comme de manière prévisible tout le temps en attaquant, en attaquant, en attaquant. On peut se permettre de mettre un peu le frein, c'est un tout petit pot qui est tout petit. Donc voilà. Alors par exemple, le joueur en haut à gauche, il a fait 3, il a UTG, mais en fait ça correspond à une situation de UTG plus 1. Pardon, à 5 joueurs, à 6 joueurs, UTG plus 1 à 6 joueurs. Je pense que c'était plutôt une mauvaise idée de le tribet, puisque mon adversaire a 41-14, il va très souvent me call, avec des mains relativement décentes, moyennes on va dire. Même si j'ai la position avec dame 7 off, ça va être difficile de faire quoi que ce soit. Donc lui c'est typiquement une mauvaise cible, parce que c'est quelqu'un qui attaque pas beaucoup de coups, mais qui est très loose. Donc s'il a une main type paire de 8, il va la payer, il va aller voir ce qui se passe, je pense pas qu'il va lâcher facilement les flops. Donc lui c'est une mauvaise cible pour le tribet. Light. Alors je pourrais peut-être le faire avec des mains avec du potentiel, 8-9 suited par exemple. Mais avec un pur bluff, ce serait une mauvaise idée. Puisque là, j'ai des chances de voir le flop et d'aller au showdown contre ce joueur-là. Contre un joueur qui est très tight, vous allez beaucoup moins souvent au showdown, donc vos cartes finalement ont beaucoup moins d'importance. La game commençait peut-être un petit peu plus aggro, pas sur moi mais entre les joueurs j'ai l'impression. Je vois beaucoup plus de tribet. Alors là, c'est marrant, il y a eu un tribet sur l'UTG. Le joueur est au bouton et je suspecte le joueur au bouton d'avoir une main très forte. Le joueur UTG sait que l'autre a une main très forte mais revient dessus. Et c'est assez marrant parce que l'autre en fait a paire de dames si ma mémoire est bonne, c'est ça. Mais il a pas snap call. Bon, peut-être qu'il était sur plusieurs tables en même temps et qu'il a pas snap call, mais j'ai l'impression qu'il a eu un petit temps de réflexion parce qu'en fait on se dit tiens c'est le joueur UTG, on l'a tribet, il est revenu dessus, qu'est-ce qu'il peut avoir? Bon ok j'ai paire de dames, mais je suis pas forcément... on n'est pas forcément max entre guillemets. Il y a des coups par exemple entre des combats de blindes, on a paire de dames, bon, on sait qu'on a 90% du temps la meilleure main. Bon là il peut pas fold, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors, en bas à gauche, j'ai tribet avec valet 10, je pense que c'était pas une main suffisante pour call. Juste pour information, en heads up, quand votre adversaire attaque 80% de son range au bouton, donc en heads up, hein, je te parle, et quand vous êtes hors position, vous allez coller avec valet 10 off. Par contre, si votre adversaire attaque 25% des coups au bouton, c'est clair que il vaut mieux fold
son valet 10. Là c'est un petit peu la même chose, je pense que le joueur au bouton il a un attempt to steal de peut-être 30% du temps. Donc en l'occurrence, si on compare cette situation au heads up, il vaut mieux fold. Mais de temps en temps on peut tribet avec cette main évidemment. C'est un bon candidat au tribet. Je vais plus souvent fold évidemment. J'étais payé une fois. J'aurais peut-être pu continuer mon attaque, je sais pas trop. C'est possible, j'ai possible que je puisse seconde barrel. J'ai eu assez peur ici. Bon, finalement, je sais pas. C'est vrai que il peut me float sur ce genre de main. Avec l'intention de me bluffer à la turn. Bon, on va à gauche, je tribet pour value. Enfin. Donc, du point de vue de mon adversaire, il m'a call. Il sait que je peux avoir beaucoup de mains. Je me suis fait call, je suis battu que par un full ou une overpair. Il a quasiment jamais un 2 dans sa range. Ici, ça peut être intéressant de check si je pense que mon adversaire va souvent float off flop et bluffer la turn. Si je pense que mon adversaire n'est pas capable de bluffer ici, il est sûrement préférable de miser cette turn pour protéger non seulement sa main, mais prendre de la value sur beaucoup de mains moins bonnes. Donc ici, c'est plutôt une question d'adversaire. Lui, en l'occurrence, il était plutôt serré, non? Ah non, j'ai pas de statistiques sur lui. Donc après, c'est difficile de trouver une ligne meilleure qu'une autre. Bon, le jeu normal, c'est quand même de miser à la turn. Ici, j'ai l'intention de check Grisoline, en fait. Voilà, il y a pas mal de cartes qui peuvent tuer l'action, notamment un as, peut-être que j'ai mieux, donc j'ai décidé de check. Si mon adversaire avait misé ici, j'aurais peut-être fold. Le problème, c'est que un adversaire qui flotte, souvent c'est pour bluffer la turn, pas pour bluffer la river. Donc quand le joueur check la turn, soit il a une main faite assez faible et qui va check la river, soit il a une main assez très forte pour piéger, soit il a une main comme Ace High, puisqu'il peut coller avec Ace High sur 9 de 2, c'est tout à fait possible. Et dans quel cas il aurait value la river. Je pense qu'ici c'était plutôt un fold contre ce joueur-là. Euh, donc As-10, As-5 off, c'est une mauvaise main pour call. Sur un bet de l'UTG plus 1. Donc je vous encourage à call beaucoup plus de raise pré-flop, de les call en position. En haut j'ai tribet, rien à signaler, c'est passé. Donc ici intéressant, en bas à droite j'ai tribet le joueur UTG plus 1. Faut savoir que le joueur qui est au bouton c'est souvent gradé de monnaie, donc c'est 3,50$ en moins, en plus, pardon, en cas de succès du squeeze. C'est un joueur qui est relativement tight maintenant. Bon, c'est un squeeze que je ferai pas souvent, mais si j'en abuse pas, ça peut être intéressant.
Donc j'ai été payé. Alors ça, je vais m'arrêter sur. En haut à droite, je me fais tribet. Je pourrais just call. Alors on est à 200 BB deep, donc c'est un coup qui est beaucoup plus compliqué à jouer pour moi puisque je suis hors position. Maintenant j'ai une très grosse main, As-Roi. Mon adversaire sait qu'on est profond, donc son range de tribet va être relativement large. Donc je décide de 4-bet ici et de raise vraiment fort puisqu'on est profond. Donc j'ai dû miser un truc comme 38 ou 40, quelque chose comme ça. Alors en bas à droite, ce qui est intéressant c'est que j'ai squeeze le premier raiser à fold et le deuxième à call. Lui, je le mets plutôt sur une range de main type pocket pair. Alors, je sais pas s'il est mauvais pour coller avec des connecteurs assortis, puisqu'ici ce serait pas terrible du tout. Je sais pas. Je pense qu'il a souvent une main faible ici. Encore une fois, les joueurs de Nelson sont assez privilégiés, visibles et mixent pas bien leur jeu. Si j'étais à sa place, de temps en temps, je pourrais just call avec des grosses mains. En espérant des squeezes des blindes. Donc c'est intéressant de mixer son jeu de cette façon-là. Maintenant, lui, je pense pas qu'il le fait, donc je le mets sur une main assez faible. C'est un board que je vais pouvoir souvent le voler, puisqu'il aura jamais de main très forte. Donc je décide de miser petit au flop, et pour bluffer la turn, donc voilà, je planifie de cette façon-là mon jeu. Je pense pas le faire souvent folder au flop. Je pense qu'il va souvent call, mais c'est pas gênant. Donc en vrai, j'ai fait 39. Et j'ai touché peut-être la meilleure carte du paquet, c'est-à-dire l'As. Donc ici, on a tout intérêt à miser pas très gros. Je pense pas qu'il m'ait payé avec Ace High. En fait, si vous voulez, il a quasiment jamais d'As dans sa range. À part peut-être As Dame As Roi. Mais parce qu'il a une main comme As Valet, c'est pas sûr qu'il paye le bet, le raise du joueur UTG plus 1. Et encore moins en re-raise. Donc ici, il a quasiment jamais un As. Je pense que si on est call, à la turn, c'est compliqué. Je pense pas qu'il me paye avec une main comme paire de 8. Euh, je pense qu'on peut vraiment abandonner, hein. Ça sert peut-être pas à grand chose de miser la river. C'est peut-être de l'argent jeté par les fenêtres. Je pense que s'il me colle à la turn, c'est vraiment pour me payer à la river. Peut-être il peut avoir une main comme Roi Dame, Roi Valet, peut-être. Peut-être qu'il est. Ouais, je sais pas. Alors, intéressant en haut à droite, c'est un coup qui se présente pas très bien puisque j'ai des calls et que le flop est mauvais. Euh, Alors, je sais pas comment est son range. Je sais pas du tout comment est son range de call du forbet. Je sais pas s'il est capable de call avec des mains faibles. Euh, il peut avoir payé avec des mains type pocket pair pour essayer de set miner contre moi, essayer de voir. Donc, bon, de toute façon, le bet est profitable ici. Si je me fais raise, je fold. En tout cas, c'est difficile pour mon adversaire de faire quelque chose, puisque s'il raise, par exemple à 80, bon, bah, s'il a une petite main comme une paire, il est commit, il est obligé si je fais tapis, il est obligé de payer. Bon, s'il a strictement rien, il peut encore fold, c'est sûr, mais c'est assez difficile pour lui de faire quoi que ce soit sur le 30. Je peux très bien avoir un monstre en main. Bon, donc j'espère que ça va passer, évidemment. Et là, je suis call une fois. Euh, je pourrais envisager de shove ici, 150 dans 135. J'ai vraiment peur qu'il ait un monstre. Euh, je sais pas. Peut-être qu'il a une main type paire de 10, paire de valet, et il veut pas de contrôle, il sait pas trop où il en est, vu qu'on est à 200 BB deep. Le problème, c'est que je suis pas sûr de lui faire folder ces mains-là, j'en sais rien en vérité. Est-ce qu'il est capable de fold de ça?
Je sais pas trop l'image qu'il a de moi. Euh, Est-ce qu'il a peur de mettre l'argent au milieu? C'est beaucoup de questions que à cet instant de la partie, je ne sais pas du tout répondre. Et pour toutes ces raisons, ça me fait une décision vraiment difficile. Donc dans le doute, je préfère check fold plutôt que de bluff. Euh, et je touche Anas à la river, qui est une excellente carte évidemment. Euh, donc j'essaie de value ici puisque bon, je sais il a quasiment jamais les trèfles. Je peux prendre de la value sur des mains qui peut-être paire de 10, paire de valet, je sais pas. Maintenant que c'est. En fait, le bet à la river, à la turn, il est pas le même qu'à la river. En plus, le bet il est plus petit ici, la river, donc c'est peut-être plus facilement payable par l'adversaire. Euh, Si c'est un joueur un peu tricky, il sait que là c'est une bonne carte pour bluffer, etc. etc. Donc j'espère un hero call ici, j'ai misé juste la moitié du pot. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que plus les pots sont gros, donc typiquement dans les pots 3-bet et 4-bet, moins vous avez besoin de miser fort. Pour la simple et bonne raison, c'est que la profondeur des tapis est beaucoup moindre, et là il a fait un sacré hero call avec 7 et 10. Bon, j'aime pas du tout son call pré-flop, même s'il a position. Bon, il m'a peut-être call parce qu'il voulait faire un move, finalement il a touché un board de soft avec deuxième paire, il s'est dit qu'il avait peut-être la meilleure main. Bon, c'est assez compliqué, après il s'est dit peut-être que peut-être qu'on bluffait à la river. Euh, ouais, je sais pas. Un bon joueur est capable de jouer pareil ce coup. Maintenant, il faut vraiment avoir des raisons de le faire. Il faut vraiment connaître l'adversaire, etc., etc. Mais bon, ça peut très bien être une ligne très fishy en fait. C'est à la limite entre fiche et euh, voilà. Je pense que si, il faut que ça reste plutôt exceptionnel de call avec ce genre de main dans ce genre de pot. Et il faut plutôt connaître l'adversaire. Euh, donc voilà ce que je pourrais dire. Je vais revenir sur les montants des bêtes. Typiquement, quand vous tribettez, il n'y a pas besoin d'envoyer le pot au flop. Vous pouvez miser 60% du pot, c'est suffisant, des fois la moitié du pot. La menace est aussi forte en fait, quasiment, quand vous misez la moitié du pot que les trois quarts. Euh, Vous n'avez pas besoin d'autant protéger vos mains puisque les cotes implicites pour l'adversaire sont moins importantes. En l'occurrence, pour toucher, s'il a un draw, ça vous coûtera peut-être votre tapis, mais en proportion, euh, ça vous coûtera moins cher que si c'était un pot petit. Puisque un pot petit, vous pouvez potentiellement perdre votre tapis si vous ne protégez pas assez votre main. Alors qu'à la base, il n'y avait pas grand chose à prendre. Que dans un pot très bête, déjà le pot est très gros, donc perdre son tapis, c'est moins. Comment dire? C'est moins grave le ratio entre les risques qu'on prend et les récompenses. Euh, le ratio risque-reward est moins important. Donc c'est vraiment important. Je vois beaucoup de joueurs, notamment sur des softs comme On Game, où il y a un bouton qui est programmé et qui permet de miser 3 carpos. Il y a beaucoup de joueurs qui l'utilisent et qui multitablent beaucoup. Et c'est assez marrant parce qu'en heads up, ces joueurs-là ont tendance à miser 3 carpos au flop ou à la turn dans les pots tribet. Et c'est vraiment une mise horrible en fait. Puisque quand vous faites des bluffs, ça vous coûte trop cher. Quand vous voulez value, ça vous coûte trop cher aussi pour, comment dire, ça peut faire fuir l'adversaire. Euh, je dis pas qu'il faut jamais miser trois quarts du pot au flop dans un pot tribet. Ça peut arriver. Maintenant, faut pas que ça soit la règle. Faut tout simplement miser moins fort en règle générale sur ce genre de board. Euh, je vais avancer. Alors, je vais pas mettre toute la vidéo. Alors,
peut-être que vous avez vu que j'avais prévu donc 57 minutes, mais je voulais juste avancer. Il y avait quelques coups intéressants. Il y avait deux coups que je voulais vous montrer. Paire de rois, elle n'était pas très intéressante, il me semble. J'ai tribet et mon adversaire a du fold. Ah voilà, c'est la main en haut à droite. Alors, j'ai attaqué au cut-off, je me suis fait tribet par un joueur qui est relativement agressif, il me semble. J'ai décidé exceptionnellement de... Donc, ouais, donc clairement le call ici est mauvais, hors position avec 10 et 8 suited. Le call est mauvais, donc il faut préférer le fold. Maintenant ici j'ai décidé de forbet, j'ai très peu fait dans la partie. C'est pas parce que vous êtes un joueur loose que vous allez souvent forbet et tribet, du moins forbet. Donc faut pas vous faire avoir par des statistiques d'un joueur très loose, ça veut pas dire qu'il s'envoie en l'air dans toutes les situations. J'ai forbet et je me suis fait call. Mon adversaire a 85 de tapis derrière, donc c'est pas une bonne nouvelle, il a call. Maintenant, je pense que avec des overpairs, je pense que mon adversaire avec des grosses paires, il aurait push pré-flop, puisque j'ai montré de la force, il peut se dire tiens, ok, j'ai paire d'as, je vais essayer de tout mettre au milieu. Il a sûrement une main forte, il va très souvent me call avec des mains peut-être comme paire de valet, paire de dames, as dame. Donc il peut essayer de mettre tout l'argent au milieu pré-flop. Là il a juste payé, donc bon c'est possible qu'il sous-joue, mais bon c'est difficile de savoir dans quelle proportion il va sous-jouer. Du moins, il y a quand même de bonnes chances qu'il ait une main un peu bancale, un peu faible, avec laquelle il va avoir du mal à stack off. Donc ce board n'a sûrement pas touché sa range. Il a peut-être overpair avec paire de 9, mais c'est quand même pas forcément évident pour lui de jouer, surtout s'il me voit très fort. Bon, de toute manière, quoi qu'il arrive, j'ai ici un bet facile. Alors, pas besoin de miser des tonnes, j'ai misé 20 dans 45, un petit peu moins que le pot. S'il a une main type As-Valet, As-Dame, c'est difficile pour lui de faire quelque chose. De toute façon, je vais vite savoir s'il a une main forte type overpair, grosse overpair, puisque je pense qu'il va pas sous-jouer sur ce genre de board, il va tout envoyer. Le pot fait déjà 45 plus mes 20, 65. Bon, il va envoyer ses 85 et essayer de mettre tout l'argent maintenant au milieu. Alors, maintenant il m'a just call. Je pense que son range de main est beaucoup plus. Je pense que son range est un peu plus, se précise un petit peu plus. Il y a des bonnes chances qu'on puisse enlever des bonnes overpairs dans sa range. Donc il reste quoi? Il reste des mains moyennes, type paire de 8, paire de 9, paire de 10 peut-être, des mains comme ça. Paire de valet avec les... Ouais, paire de 10 on va dire. Euh, Peut-être qu'il n'est pas trop sûr de sa main. Euh, et il a peut-être... Et il peut aussi avoir dans son range des mains extrêmement fortes, type brelan. Bon, évidemment, il aura quasiment jamais de paire ici sur ce board, hein, puisqu'il m'a payé mon 4 bet. Euh, donc je pense qu'une bonne partie de sa range c'est des mains faibles et j'espère le faire passer, surtout sur cette carte. Euh, bon, c'est vrai que je peux avoir fait quinte, je peux avoir fait deux paires. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai forbet, donc je peux aussi forbet pour bluff et avoir ce genre de main dans ma range, même si ce sera pas souvent, mais c'est possible. Lui en l'occurrence, il y a très peu de chances qu'il l'ait dans sa range. Donc je décide de faire un bluff, peut-être un peu couillu, je sais pas, j'ai décidé de miser son tapis, donc 65, il lui restait 84. À noter que j'ai sûrement 3 ou 4 outs pour partager, c'est-à-dire un 3, et j'ai 3 outs, 4 outs pour gagner le coup avec un 7. Ça paraît peut-être de rien, mais si je suis call, ça me permet d'avoir encore 10% d'équité sur le coup. C'est pas beaucoup, mais
c'est bon à prendre quand même. Donc, allez, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de bluff la turn et de croiser un peu les doigts. Puis s'il m'a piégé avec une grosse overpair, bah c'est bien joué. C'est bien joué. Il a sous-joué de manière intelligente, un peu peut-être un petit peu risqué, mais parfois il faut savoir prendre les lignes, des lignes, ne pas prendre toujours les mêmes lignes avec un même genre de main. Ça c'est vraiment récurrent chez les joueurs de middle stakes, c'est-à-dire que quand ils ont overpair sur un board, ils ont souvent envie de stack off avec sur le flop et ils ont tendance à raise le c-bet ou à c-bet eux-mêmes. Et donc vous pouvez en déduire que quand vous c-bettez dans un pot bet et que vous êtes just call, souvent votre adversaire n'a pas de grosse overpair. Donc, donc voilà. Euh, et un dernier petit coup pour la route si j'arrive à le retrouver. Ce n'est pas sûr du tout. Euh, Ah oui, voilà. En haut à droite. Voilà, donc une situation classique. J'attaque au cutoff, payé par le bouton, payé par la petite blinde, et le joueur qui est en grosse main, qui est vraiment agressif, que je retrouve sur plusieurs tables, me tribet à 17. Je pense que c'est une bonne situation pour lui de tribet ici. Il y a quand même 2 fois 3 dollars d'argent quasiment mort. Du moins, c'est des joueurs qui ont peu de chance de faire soit un move, soit d'avoir une main pour stack off avec. Sur son raise, donc il investit 17 en fait pour voler direct. Non, il investit 16, pardon, pour voler 10 puisqu'il est déjà de blinde. Donc c'est un très bon ratio. En plus de ça, moi j'ai mon seul moyen c'est de pousser all-in, donc il me demande entre guillemets mon tapis. Donc pour toutes ces raisons, je pense il peut très souvent tribet light. Alors évidemment, si c'était un joueur très serré, j'aurais pas envisagé de move. Mais contre lui, je pense que c'est un move qui est vraiment intéressant. C'est de stack off avec. Alors, faut faire un petit peu attention puisque les joueurs qui sont juste à ma gauche sont très profonds comme moi. J'ai 400 dollars, ils ont 200 et 380. Donc faut pas que je fasse tapis directement, ce serait horrible. Par contre, je peux faire un raise pour me commit contre lui, donc je peux faire un raise comme 50 pour lui montrer que je me commit. Il fera jamais un contre-move derrière. Maintenant, si mon adversaire envoie le tapis, ça veut dire qu'il était prêt à stack off avec, et du coup, bah, je paierai ce qu'il faut. Mais je pense que c'est intéressant, donc typiquement, je risque. Donc si je fais un raise à 50, c'est pour payer son all-in, donc il faut prendre l'argent que je vais investir au cas où il me call, donc je vais investir en fait. Je dois investir 97 dollars pour piquer à peu près 26. En sachant que quand mon adversaire va stack off, Roi 9 c'est une bonne main qui se défend bien. C'est une main qui va mieux se défendre contre son range plutôt que 2 et 3 évidemment. Donc avec Roi 9 offsuit, j'ai peut-être 28 à 30% d'équité contre son range, qui fait que sur un pot à 210 dollars, je vais récupérer un tiers, c'est-à-dire je vais récupérer 60 et quelques, 65. Donc je vais faire une perte sèche de 35 dollars. Mais comme je l'ai dit, je vais gagner 26 à chaque fois qu'il fold et je pense qu'il va folder très souvent, peut-être 75% du temps. Je sais pas, c'est une situation que je pense profitable. Donc j'ai fait un petit raise à 45. Bon, ça revient au même, 45 ou 50. Euh, mais ça sert à rien de faire plus fort, ça sert à rien de faire 80, puisque s'il y a un des joueurs qui se réveille à ma gauche, bah, c'est de l'argent perdu en plus. Et puis en plus, si je fais 80, je me commit contre le joueur qui a 200. Alors qu'en faisant 45, je me commit pas.
Donc là, c'est le genre de situation où, quelle que soit votre main, il faut raise avec ce montant-là. Et mon adversaire a sac off avec paire de dames, donc bon, je suis tombé contre son haut de son range, malheureusement. Mais ça ne remet pas du tout en cause mon move, donc je vais m'arrêter là. Euh, voilà, il faut pas être résultat oriented. Et bon, évidemment, si vous faites 15 fois ce coup et que 13 fois vous êtes call, il faut peut-être réfléchir à la situation et savoir si c'est profitable ou pas. Mais là, en l'occurrence, bon, je reste sur mon avis que c'était un move intéressant. Donc voilà pour cette vidéo, pour cette NL100. Pour résumer, j'ai parlé de la showdown value, quand, 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 quand check pour jouer ses cartes, quand transformer sa main en bluff. J'ai parlé du call au bouton plutôt que le tribet avec des mains jouables. J'ai parlé du floating un petit peu. Faut essayer avant de flotter, il faut envisager les cartes avec lesquelles vous allez pouvoir bluffer le coup. Plus vous avez des cartes dangereuses qui peuvent tomber, plus c'est intéressant de flotter. Vous allez pouvoir représenter ces cartes-là. Donc voilà. Et puis au niveau des pots tribet, forbet, essayez de réfléchir au range des joueurs avec lesquels ils peuvent tribet, forbet, et comment ils auraient joué des fortes mains, des mains faibles, etc. Et puis garder à l'esprit qu'il faut jouer miser moins fort dans les pots très gros. Donc voilà pour ce petit résumé. C'est clair que la no limit 100 c'est une limite où vous pouvez vraiment vous amuser, essayer pas mal de choses, donc je vous conseille d'essayer ça encore une fois, peut-être de descendre de limite et, et de rajouter dans votre jeu, dans votre style de jeu des nouvelles armes, et arrêter d'avoir un jeu trop stéréotypé. Donc je vous conseille vraiment d'essayer plein de choses. Voilà pour cette vidéo, je pense que je ferai une prochaine vidéo en 6 max no limite de 100 où là il y aura un petit peu plus de répondants sur les tables, donc ça va être intéressant. Je pourrais pas faire exactement la même chose. Voilà, j'espère que ça vous a plu, puis je vous souhaite beaucoup de chance sur vos tables. Allez, ciao ciao, bye.